La diversité au sein de l'entreprise doit tenir compte de l'équité entre les femmes et les hommes, mais aussi de l'intégration d'autres groupes historiquement marginalisés, notamment les personnes immigrantes, les minorités culturelles, les personnes âgées et les personnes vivant avec des difficultés physiques ou intellectuelles. Dans cette capsule, nous verrons comment la valeur de la solidarité peut s'exprimer par la gestion de la diversité au sein de l'entreprise. L'intégration des minorités culturelles, c'est une question qui est vaste, dont la réponse n'est pas si simple que ça. La première chose que j'aimerais mentionner, c'est qu'il faut distinguer immigration et minorité culturelle. On utilise à tort souvent les deux expressions pour désigner la même réalité, mais ce n'est pas le cas. Quand on parle d'immigration, il faut faire attention. Les immigrants, c'est des personnes, peu importe la raison, qui sont partis de leur pays d'origine pour venir s'installer dans une terre d'accueil. L'immigration peut être économique, familiale ou parce que ce sont des réfugiés. Quand on parle des minorités culturelles, c'est des individus qui appartiennent à un groupe minoritaire dans la société et qui vont partager des caractéristiques communes, qu'on parle par exemple de la langue ou de la religion. So you may have cultural minorities that are indigenous people. You may have cultural minorities of people who had immigrated a few generations ago, but who have remained relatively together as a group, but who are a minority in the larger population. Dans cette catégorie-là, on va souvent trouver ce qu'on appelle, entre guillemets, les immigrants de deuxième ou troisième génération, c'est-à-dire des enfants d'immigrants, mais qui sont nés dans le pays où se sont installés là, leurs parents ou leurs grands-parents. Donc, les raisons pour intégrer ces individus-là ou les obstacles ne sont pas nécessairement les mêmes. L'accueil d'immigrants dans notre pays ou dans bien des pays dans le monde ne peut pas être considéré comme uniquement un geste de charité ou d'aide humanitaire. C'est vrai que certains immigrants, pour des raisons de politique dans leur pays ou bien des guerres, etc., donc, sont des réfugiés politiques. Mais de plus en plus, on voit une sorte de migration internationale pour raison de talent. Vous savez, dans le cas du Canada, par exemple, l'avenir des entreprises canadiennes compte beaucoup sur les compétences afin de favoriser l'innovation, afin de pratiquer cette stratégie de différenciation. Donc les immigrants représentent une source stratégique à cause de leur talent. Parce que vous savez, une catégorie d'immigrants qui est en train de devenir très très importante, on l'appelle immigrants hautement qualifiés. Ce sont des gens qui ont déjà un bagage scientifique en génie, qui ont choisi de vivre, par exemple, au Canada. Donc ces gens-là représentent des talents absolument indispensables pour l'avenir de nos entreprises. Immigrants entering organizations as employees face a number of different challenges. In some cases, they may be quite overqualified for the positions because depending upon the country from which they come, their professional qualifications may or may not be recognized. And so they may end up having to start at a lower level in an organization than they would have if they had been in an organization in their own home country. Language and culture are probably two of the bigger issues for immigrants in organizations, in part because they're not something that are addressed by the organizations usually in a direct manner. They may be aware that people don't speak whatever the language of the workplace is very well, but it's more of a negative perception as opposed to thinking about it as something that has to be taken on and learned and is something that is acceptable to learn in the situation of their job. And in terms of culture, very few organizations acknowledge, at least, the need to provide some sort of cultural integration of newly arrived immigrants into the workplace. Des recherches sur la sous-qualification ont démontré que les personnes qui se sentent sous-qualifiées ont tendance de partir de l'entreprise, sont moins satisfaits au travail et sont moins engagés. Mais qu'est-ce que peut faire l'organisation par rapport à cette condition? Comment les maintenir dans l'organisation et comment les intégrer? Deux actions peuvent être faites. On peut parler de la conciliation travail-famille. En effet, lors d'une expérience migratoire, les travailleurs ou les personnes immigrantes expérimentent une série de ruptures
dans les réseaux, dans les ressources et dans les interactions. L'organisation peut intervenir en donnant la flexibilité soit dans les horaires de travail, soit dans le lieu de travail. De la même manière, elle peut intervenir en donnant des informations clés par rapport à la vie quotidienne. On peut parler des garderies, on peut parler des lieux de courses, on peut parler de toute la démarche administrative qui peuvent aux travailleurs immigrants à mieux s'intéresser sur les contextes du travail. Aussi, on peut parler du climat de développement. Lorsqu'un travailleur immigrant surqualifié est embauché, l'organisation doit non seulement tenir en compte le niveau de salaire, mais aussi la projection de l'organisation. Pour y parvenir, il est nécessaire d'établir des plans de carrière pour cette personne et des plans de formation qui s'ajustent aux besoins et aux aspirations de cet individu dans l'organisation. Pourquoi mieux intégrer les immigrants dans les organisations? La principale raison, c'est parce qu'ils font partie de la solution aux défis démographiques auxquels font face les pays occidentaux. Dans les dernières années, puis encore pour plusieurs années, les pays occidentaux font face à un ralentissement de la croissance de la main-d'œuvre et l'immigration est une des solutions qui est prônée. Les données du recensement de 2016 au Canada montrent qu'il y a plus d'un Canadien sur 5 qui fait partie de la catégorie des immigrants. Pourquoi il faudrait mieux les intégrer dans les organisations? Parce qu'ils font encore face aujourd'hui à des obstacles importants. On parle par exemple de discrimination, de stéréotypes qui sont encore présents, mais on parle aussi de difficultés à faire reconnaître les diplômes obtenus à l'étranger. On parle d'individus qui se retrouvent encore aujourd'hui dans des emplois qui sont sous-qualifiés par rapport aux qualifications qu'ils ont, ou bien dans des emplois qui sont plus précaires. Pour bien intégrer les immigrants dont nous avons besoin, je pense qu'avant tout, il faut qu'on puisse aller régler ce problème de discrimination. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré que beaucoup d'immigrants, surtout des immigrants hautement qualifiés, rencontrent des discriminations dans le pays d'accueil de toutes sortes. Discrimination culturelle, surtout discrimination par rapport à leur talent, leur profession. Donc je pense que c'est une condition fondamentale pour que les immigrants puissent contribuer au développement de la société d'accueil. Nos entreprises doivent être sensibles à ces différences, non seulement essayer de surmonter toutes ces discriminations, et surtout avoir une attitude plus positive. Parce qu'il faut bien comprendre que ces différences sont souvent une source de performance, de compétitivité. Imaginez, c'est que si les gens ont des valeurs, ont des comportements relativement différents, et une complémentarité de ces différentes valeurs pourrait permettre d'obtenir un meilleur résultat. Donc, dans ce cas, il faut être capable d'exploiter positivement une synergie culturelle au lieu de tenter de supprimer toutes les différences culturelles. So there's a lot of research that says that having diversity of any type in groups, in organizations is a good thing. Usually it's thought of in terms of bringing about innovative ways of looking at things, new perspectives, etc. When you're talking about cultural minorities and immigrants, that takes on, I would say, an even larger importance. When I teach culture, I talk about the fact that culture is a set of solutions to commonly recurring problems. So humans have a tendency to develop routines, traditions, ways of doing things as a way of reducing the complexity of life. Do we eat all together at the same table, or do we, eat separately with people stationed to watch out for enemies? The idea of eating together as a group came about as a way of cutting down on the number of people who needed to be out there policing the jungle or the forest, making sure that there was nothing creeping up on them. If you think about that in terms of business, where the cultural routines, etc., are different solutions to the same problems, you realize that business the world over, we're answering the same questions. So the same problems occur for business in every culture. You have to figure out how to attract the employees that you want to fill your jobs. You have to figure out how to get the employees that you choose
to accept the jobs and to stay in the jobs. You have to figure out how to attract consumers to buy your products, etc. You have to figure out how to get your research and development to make all and only the features that your products need so that you can keep costs down and keep the value up. So it's the same problems from culture to culture to culture. And if you have different cultures having developed different ways of addressing those problems, bringing people in from different cultures, whether it's a minority culture, already established in the country, or newly arrived immigrants, you get people with different answers, different ideas, different ways of looking at things. Comment intégrer les immigrants et les minorités culturelles? Ici, la réponse est au-delà de se fixer des quotas en termes de pourcentage de la main-d'œuvre qu'on doit retrouver parmi ces groupes-là par rapport à notre main-d'œuvre générale. Ici, il faut parler de programmes de gestion de la diversité instaurés dans les organisations. Il faut parler aussi de changer la culture organisationnelle pour avoir une culture d'inclusion. En termes plus pratiques, au niveau des pratiques de gestion des ressources humaines, ça implique d'en revoir plusieurs. Comme par exemple toute la question d'analyse de poste, où on doit aller vraiment vérifier si on doit pondérer certains critères, comme le lieu d'obtention du diplôme, par exemple, ou bien aller axer davantage sur les compétences plutôt que d'aller chercher des exigences particulières. Il faut aussi revoir le processus d'embauche, qu'on parle des entrevues ou qu'on parle des lieux où on va aller afficher pour recruter les individus. On peut aller trouver, par exemple, des endroits où on va accueillir les immigrants pour afficher les postes. On sait qu'il y a des effets qui peuvent venir jouer comme les stéréotypes ou si on se retrouve avec quelqu'un devant soi qui n'a pas les mêmes caractéristiques que nous, on n'interprétera pas certains éléments en entrevue de la même façon, ce qui pourrait nuire, par exemple, aux immigrants. Il faut revoir aussi toute la question de la gestion de la performance. Il faut aller axer davantage sur les résultats. Il faut aussi former les gestionnaires à faire passer les évaluations du rendement puis être capable de faire une rétroaction qui est adéquate. Il faut aussi revoir la question de la gestion des carrières, c'est-à-dire essayer d'éliminer les obstacles à être capable d'atteindre des postes au niveau des postes plus élevés ou bien d'être capable aussi d'avoir des mouvements latéraux. On sait dans les organisations, on a encore une sous-représentation dans les postes de gestion avec des personnes qui sont issues des minorités visibles puis de l'immigration. Donc, c'est essayer finalement de faciliter les ponts, comme établir des plans de relève, s'assurer qu'il y a une formation, s'assurer que ces gens-là sont au courant aussi des postes qui sont disponibles. Donc, ça, c'est tous des exemples de pratiques qu'il faut revoir parmi l'ensemble des pratiques de gestion des ressources humaines pour être capable de mieux intégrer les immigrants puis les minorités visibles dans les organisations. Parmi ces exemples de pratiques, le professeur Félix Ballesteros Leiva s'intéresse plus spécifiquement au rôle des collègues dans l'intégration de la main-d'œuvre immigrante. Un autre aspect à tenir en compte pour l'intégration des travailleurs immigrants concerne le rôle primordial des collègues. En effet, les collègues se retrouvent à la première place d'interaction sur le lieu de travail et ils sont la première source de soutien social. Mais qu'est-ce que peut faire l'organisation pour favoriser l'intégration de la main-d'œuvre immigrante? Premièrement, on peut parler de la sensibilisation, dans laquelle l'organisation met de l'avant tous les aspects différentiels par rapport à la culture, par rapport à l'âge, par rapport au sexe. Cette information permet d'éviter tout le comportement discriminatoire et les microagressions sur le lieu de travail. Deuxièmement, on peut parler de l'intervention des collègues dans le processus de recrutement. Ceci permet aux collègues de connaître les futurs candidats et donner leur avis par rapport à un profil ou une candidature. Troisièmement, on peut parler des programmes de mentorat, dans lesquels un collègue ou des collègues peuvent venir à assister, aider ou guider les nouveaux employés immigrants. Companies have a number of different ways that they can help ease the integration of immigrants and cultural minorities into the workplace. Some of those things are basic responsibilities that any company has towards its employees, and others are things that the company can do as a plus to get the best experience from their employees, not just for the benefit of the employees, but also for the benefit of the employers. In terms of the most basic responsibilities, I would say that
easing the transition of newly arrived immigrants into the workplace is really important. Providing as much information as possible. Companies, people in general have a tendency to take for granted the things that are known. If you've been doing the same thing, your company has been working the same way for a long time, you don't think about those ways that they operate. And so having someone dedicated to maybe observing processes and then putting things down into some sort of welcome material that gives some hints as to how things work. Also, another thing that the company needs to do is make sure that the immigrants have a way of, have opportunities to interact with existing employees, especially those who are from the local culture. When I say local, I mean really local. So you may have people who are immigrants, but who immigrated some time ago, but who remember their experiences in other countries. Those are usually the people who are going to volunteer first to interact with the new employees because they remember what it's like to be someone who's newly arrived. The newly arrived people need the people who are, have their roots right there in the local business in the region, in part because they need the information to come from them, but also those are the people who have often the greatest resistance toward newly arrived immigrants in the workplace. Because sometimes there's resentment toward immigrants who take jobs. That's what they see it as, taking jobs. One thing that the company can do that's sort of proactive in facilitating the integration, the social integration of immigrant workers, is to identify in their existing employees people who are good at listening and getting the other people to talk, people who are liked by lots of people. Those are the ideal people to have welcome these newly arrived workers and facilitate the social adjustment. Then the idea of things that aren't basic responsibilities of the company, but which I think are value-added initiatives, are things like in-house cultural and language training. There are a couple of benefits to that. First of all, it just gives the employees better basis of knowledge in which to do their jobs. It's going to be company-specific, industry-specific. It's going to be something that might be easier for the employees to learn because it's a reduced set of information that they need to absorb, and yet it gives them a sense of expertise in an area. They may go home and think, well, maybe I don't speak French really well, but I speak the French of my company really well. And it gives them a confidence that they need in order that they can take outside the company even. Une autre pratique qui est à repenser, c'est la formation. Quand on parle de la formation, on ne parle pas ici juste d'acquisition de compétences, mais c'est important aussi de former les gestionnaires à la gestion de la diversité. Donc, apprendre finalement à faire et à vivre la gestion de la diversité dans les organisations, que ce soit par l'acquisition de compétences qui permettent d'être plus inclusifs, de diminuer les stéréotypes ou les préjugés, ou bien de s'informer sur la main-d'œuvre qui va être différente. Mais il faut aussi parler des pratiques de formation pour la main-d'œuvre immigrante qui vont d'un côté jusqu'à l'acquisition linguistique si jamais c'est nécessaire, mais aussi jusqu'à une formation d'intégration dans l'organisation qui va au-delà des compétences, mais on va parler aussi des valeurs, des modes de fonctionnement qui peuvent être touchés. L'un des défis d'un gestionnaire, c'est de réussir à repérer les talents, à les valoriser et à les mettre au service de l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Et comment un gestionnaire peut-il faire cela s'il est complètement aveugle, inconscient des différences, des différentes discriminations dont font l'objet les différents travailleurs en fonction de leur identité, de leur situation socio-économique, de leur couleur de peau, de la langue qu'ils parlent, de l'accent qu'ils ont, de leur genre, de leur identité sexuelle, etc. Cette sensibilité-là, qui ne doit pas signifier que l'on s'amuse à faire de la consultation auprès des individus et qu'on est sensible à leurs réalités respectives, cette sensibilité-là ne peut qu'aider à l'atteinte des objectifs de l'entreprise puisque ça permet de libérer le potentiel des travailleurs, de créer de la cohésion au sein du groupe qui est essentiel pour l'atteinte des objectifs de l'entreprise.
Créer de la cohésion au sein d'un groupe est une exigence du management responsable, mais ça ne peut pas se faire sans compromis, sans accommodement raisonnable. La gestion de la diversité doit éviter de tomber dans les pièges que sont le capacitisme et l'agisme, deux notions qu'abordent les professeurs Marie-Ève Dufour et Isabelle Auclair. La notion d'accommodement raisonnable, c'est au-delà de l'obligation légale et c'est directement lié à la gestion de la diversité. Les médias ont largement véhiculé l'idée d'accommodement raisonnable, souvent et presque exclusivement associé aux motifs religieux. C'est tout à fait normal parce que c'est très vendeur de le présenter de cette façon-là. Par contre, quand on regarde dans la réalité, le premier motif de demande d'accommodement raisonnable dans les organisations, c'est pour les handicaps. Le capacitisme, c'est le rapport social qui se base sur la norme du corps qui devrait être valide. Donc, un peu quand on parle de sexisme, c'est les inégalités entre les hommes et les femmes, les inégalités qui sont basées sur le sexe. Le capacitisme, c'est les inégalités qui sont basées sur, d'une part, on va valoriser les personnes qui n'ont pas de handicap et on va avoir une discrimination faite aux personnes qui vivent avec un handicap. On peut parler de handicap physique, mais on peut aussi parler au niveau du handicap intellectuel. Ce qu'on voit dans ces rapports d'oppression-là, que ce soit le capacitisme, le sexisme, le classisme ou l'agisme, c'est de dire qu'on sépare en deux. On a d'un côté la norme qui est valorisée et de l'autre côté ceux qui sont considérés comme hors cette norme-là et qui vivent des discriminations. Une façon de voir, c'est comment notre monde est organisé ou comment nos organisations fonctionnent, donc toujours en favorisant la norme. Si on parle de capacitisme, ben nos édifices, nos façons de fonctionner vont vraiment être réfléchis pour les personnes qui ne sont pas à mobilité réduite, qui n'ont pas de difficulté à se déplacer, qui sont valides, donc qui sont capables de travailler les 8 heures qui sont demandées. Donc, bien sûr, il y a des accommodements qui existent, mais reste qu'il y a quand même une discrimination systémique qui est existante. L'intégration des travailleurs seniors ou des travailleurs expérimentés dans les organisations est une question importante. Il faut aussi préciser que les organisations recherchent cette catégorie de travailleurs-là de plus en plus. Il faut aussi parler du fait qu'on a des défis démographiques dans les sociétés occidentales qui font qu'on a un ralentissement de la croissance de la main-d'œuvre et les travailleurs seniors font partie de la solution, tout comme les travailleurs immigrants, par exemple. Il y a aussi le fait que les travailleurs seniors, au nombre qu'ils sont actuellement, exercent des pressions supplémentaires à la fois sur les régimes de retraite, mais aussi sur la société et son économie. On a aussi une augmentation de l'espérance de vie qui fait que maintenant, on peut contribuer activement beaucoup plus longtemps qu'il y a quelques années. Il y a une raison qui concerne la transmission des connaissances. La transmission des connaissances qui est importante à la fois pour les organisations, mais aussi pour les travailleurs seniors qui désirent pouvoir le faire avant de quitter. Il y a aussi le fait que les trajectoires de carrière changent, c'est-à-dire qu'on n'a plus la carrière linéaire, passer dans la même organisation tout au long de sa vie active. Donc, le retour au travail après la retraite fait partie de ces éléments-là. Il faut aussi penser que les travailleurs seniors désirent travailler plus longtemps pour diverses raisons, que ce soit pour rester occupés, que ce soit pour aller chercher un revenu d'emploi supplémentaire pour venir combler finalement les pertes associées aux revenus de retraite qui sont souvent inférieurs au salaire de travail. Ça peut être des raisons qui vont l'expliquer aussi. Donc ça fait partie, par exemple, des raisons du pourquoi s'intéresser aux travailleurs seniors dans les organisations. Maintenant, le comment on va le faire pour les organisations pourrait se diviser en deux façons. La première, ce serait par le prolongement de la vie active dans l'organisation, c'est-à-dire qu'on amène le travailleur à retarder la prise de sa retraite. Ça implique pour les organisations d'instaurer différentes pratiques, par exemple en termes de flexibilité, mettre plus de flexibilité d'horaire. Ça peut être de changer les tâches de l'individu, le mettre devant de nouveaux défis professionnels. Ça peut être aussi en permettant d'avoir de la transmission des connaissances qui va être faite, c'est-à-dire de permettre aux travailleurs seniors de transmettre ces connaissances par du tutorat, du mentorat, du pairage, par exemple, puisque c'est un élément qui est recherché. Ça peut être également en permettant d'avoir des aménagements au niveau de la retraite
retraite progressive, c'est-à-dire au lieu d'en arriver à une prise de retraite à une journée X, Y, Z, ce serait par exemple de permettre différentes façons d'en arriver graduellement en réduisant son temps de travail à une prise de retraite. Ça, ce sont des exemples pour prolonger la vie active. Une autre façon, c'est par une tendance lourde qui est en train de s'imposer, qui est celle du retour au travail après la prise de la retraite, ce qu'on appelle l'emploi de transition. Les travailleurs seniors, à ce moment-là, vont prendre leur retraite de leur emploi de carrière et vont effectuer par la suite un retour au travail, soit dans le même emploi, soit pour la même organisation ou dans un champ qui va être complètement différent. Le retour au travail, ça s'impose parce que, les individus peuvent prendre leur retraite, vont souvent pouvoir même commencer à avoir des revenus de retraite de leur régime collectif, mais vont effectuer un retour au travail parce qu'ils n'étaient pas nécessairement prêts à quitter, parce qu'ils ont un désir de continuer à contribuer. Ça peut se faire dans un poste à temps plein, ce qui est beaucoup plus rare. Ça va se faire dans un poste à temps partiel. Ça peut se faire par un contrat à durée déterminée ou pour certains, ça va se faire par le fait d'être à son compte, donc sous forme de travailleur autonome. Pour les organisations, cette main-d'œuvre-là va leur servir notamment à pouvoir avoir une main-d'œuvre qui est expérimentée, qui va être là pour être capable de continuer à contribuer, mais en même temps, ça ne les amène pas à avoir quelqu'un qui va retarder la prise de sa retraite. En conclusion, l'entreprise moderne est de plus en plus diversifiée. Elle est multigénérationnelle, multiculturelle, multipolaire et parfois de plus en plus virtuelle. Le management responsable exige donc d'accroître notre vision de la solidarité. Il est aussi important d'envisager la solidarité du point de vue de la société dans son ensemble. Ce sera le sujet de la prochaine capsule.